qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense, mais qui reste souvent caché, par honte. Oui. L'hémétophobie, la peur de vomir. Et on ne parle pas juste d'un dégoût, hein. C'est une angoisse qui peut vraiment prendre toute la place, dicter chaque décision. Tout à fait. L'idée, c'est de mettre un peu de lumière là-dessus, de comprendre avec bienveillance et surtout de voir qu'il y a des solutions. C'est essentiel ce que vous dites. Parce que derrière ce mot un peu clinique, il y a une souffrance qui est immense. Et une grande solitude. Oui. Donc l'objectif, c'est vraiment de dédramatiser, tout en validant cette peur. Pour ça, on va essayer de suivre un chemin logique. D'abord, on va définir ce que c'est exactement. Mettre des mots dessus. Voilà. Ensuite, comprendre qui ça touche et pourquoi on a une telle différence entre les hommes et les femmes. Puis, on verra l'impact concret au quotidien. Et bien sûr, on passera du temps sur ce qui compte le plus, les chemins pour s'en sortir. Parfait. Alors allons-y. Quand on dit hémétophobie, beaucoup de gens pensent «Ah, il ou elle n'aime pas être malade, point». Mais c'est bien plus profond que ça. Ah oui, absolument. Ce n'est pas une simple aversion. Cliniquement, on parle d'une phobie spécifique. Elle a même un acronyme, SPOV, pour Specific Phobia of Vomiting. D'accord. Le mot-clé ici, c'est disproportionné. La peur dépasse de très très loin le danger réel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a plusieurs visages. C'est-à-dire? Les recherches montrent qu'il y a en gros 3 angoisses. La plus fréquente, c'est la peur de vomir soi-même. Ça concerne presque une personne sur 2. Ok. Après, il y a la peur de voir les autres vomir. C'est plus rare, autour de 11%. Et pour le reste, eh bien, c'est un mélange des deux. Ce qui est frappant, c'est cette angoisse que ça pourrait arriver. C'est la peur de la peur, finalement. C'est exactement ça. Et vous pointez un élément crucial qu'on oublie souvent. La peur de vomir. En public. Ah oui, C'est une composante majeure. La terreur, elle n'est pas que physique, elle est sociale. C'est la peur de perdre le contrôle, d'être humilié, jugé. la honte, en fait. La honte absolue. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ça rapproche énormément l'hémétophobie de l'anxiété sociale. C'est cette double peine qui rend la phobie si invalidante. On comprend mieux l'isolement que ça peut provoquer. Et justement, en parlant des personnes concernées, il y a un chiffre dans les sources qui est sidérant. Le ratio homme-femme? Oui, on parle de 9 femmes touchées pour un homme. 9 pour 1. C'est un écart énorme. Comment on peut expliquer ça? C'est la grande question. Il n'y a pas une seule réponse, mais plutôt un faisceau d'hypothèses. La première, elle est biologique. Le corps féminin est traversé par des grands changements hormonaux. Les cycles, la grossesse? Exactement. Les cycles menstruels, les nausées de grossesse, la ménopause, tout ça s'accompagne souvent de symptômes digestifs. Le corps parle plus sur ce plan-là. Et pour un cerveau anxieux, c'est autant d'occasions de mal interpréter ces signaux. C'est une piste intéressante. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais? Est-ce que les femmes sont vraiment 9 fois plus touchées ou est-ce qu'elles sont juste 9 fois plus nombreuses à en oser en parler? C'est une excellente remarque. Et ce biais existe, c'est certain. La pression sur les hommes pour qu'ils ne montrent pas leur peur est bien réelle. Oui, Mais, même en prenant ça en compte, le consensus scientifique, c'est que la différence est réelle. Et c'est là que l'hypothèse psychosociale intervient. c'est-à-dire? Il y a une pression culturelle beaucoup plus forte sur les femmes concernant la maîtrise du corps. L'idée de dignité, de propreté, d'être bien tenue. Vomir, c'est la perte de contrôle ultime. C'est une transgression de cette norme sociale qui est perçue comme particulièrement violente pour une femme. C'est vu comme plus grave socialement. C'est un peu l'idée. Et enfin, il y a l'expérience de la maternité. Pour beaucoup de femmes, c'est un tournant. La peur des nausées matinales pendant la grossesse peut être terrifiante. Bien sûr. Et puis, il y a la confrontation avec l'enfant malade. Là, la peur n'est plus que pour soi. La responsabilité de devoir soigner son enfant alors qu'on est soi-même paralysé par l'angoisse. Ça peut transformer une anxiété en phobie. C'est d'une violence. Surtout quand on lit que les gens attendent en moyenne 23 à 25 ans avant d'oser demander de l'aide. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Souvent parce qu'ils ont honte, ils minimisent ça en disant que c'est une peur d'enfant. C'est terrible de penser à toutes ces années de vie volées. C'est pour ça qu'il faut le répéter. Ce n'est pas une peur d'enfant. C'est un trouble anxieux sévère, documenté. Et demander de l'aide, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. Et c'est en regardant les conséquences au quotidien qu'on mesure vraiment ce que vie volée veut dire. Ce n'est pas juste une petite pensée, c'est une cage. On vérifie 10 fois les dates de péremption. L'enfer. Jusqu'à refuser de manger ce qu'on n'a pas préparé soi-même. Aller au restaurant, ce n'est plus un plaisir, c'est une épreuve. Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça va me rendre malade? On n'en profite plus du tout.
Le résultat, c'est que les sources montrent qu'un tiers des personnes atteintes souffrent de malnutrition clinique. Attendez, un tiers. On parle de carence, de problèmes de santé graves juste à cause de la peur? C'est un chiffre énorme, oui. Et ça a des répercussions sur tout. La vie sociale s'effrite, on évite les transports en commun, les soirées, les cinémas, Tous les lieux où on se sent piégé. c'est ça. Et au travail, pareil. Refuser une promotion parce qu'il faut prendre l'avion. La peur ne vole pas que la paix, elle vole l'avenir. Et puis, il y a la maternité. C'est peut-être le plus poignant. Oui, il y a un point dans les sources qui m'a vraiment bouleversée là-dessus. Ça touche à des choix de vie fondamentaux. On lit des témoignages de femmes qui renoncent à avoir un enfant, terrifiées par 9 mois de nausées possibles. C'est terrible. Ou alors, des jeunes mères qui sont paralysées quand leur bébé a une simple gastro, incapables de s'approcher, de nettoyer, de consoler leur propre enfant. La culpabilité est indescriptible. Et pour survivre, les gens développent ce que vous appelez les comportements de sécurité. Oui. Toujours avoir un sac plastique, des médicaments, mâcher du chewing-gum à la menthe. On se dit que ça rassure, mais c'est un piège, c'est ça. C'est le piège le plus pervers de l'anxiété. Chaque fois que vous faites un de ces rituels et que, évidemment, vous ne vomissez pas, votre cerveau ne se dit pas « Ah, il n'y avait pas de danger ». Non, il se dit. Il se dit « Ouf, j'ai évité la catastrophe grâce à mon rituel ». Du coup, le rituel est validé. Il renforce la croyance que le danger était bien réel. On devient le gardien de sa propre prison. Mais alors, si ces rituels entretiennent la peur, comment ça commence? D'où vient cette association si forte entre vomir et un danger de mort? On arrive au cœur du mécanisme. Et le comprendre, c'est déjà une partie du chemin. Le modèle cognitivo-comportemental l'explique très bien. D'accord. Souvent, à l'origine, il y a un événement initial, un souvenir, un trauma, une intoxication alimentaire violente, avoir vomi à l'école et avoir été humilié. Cet événement crée une association très forte dans le cerveau. Vomir égale danger absolu. Le cerveau l'enregistre comme une expérience à ne plus jamais revivre. Exactement. Et à partir de là, il se met en mode sentinelle. C'est l'hypervigilance. Le cerveau scanne le corps en permanence à la recherche du moindre signe. Un gargouillis, une digestion un peu lente. Des choses anodines que tout le monde ressent. Oui, mais pour la personne hémétophobe, c'est une alerte rouge. Et là arrive la troisième étape, l'interprétation catastrophique. Ok. Le cerveau ne se dit pas « Tiens, je digère ». Il se dit « Mon Dieu, c'est le début, je vais être malade ». Et cette pensée terrifiante déclenche la spirale de l'anxiété. L'angoisse monte. Et que fait l'angoisse? Elle crée des symptômes physiques. La gorge se noue, des nausées, des palpitations. Juste, et ça vient confirmer la pensée de départ, je le savais, la preuve, j'ai la nausée. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est exactement ça, c'est une prophétie autoréalisatrice. La nausée ressentie est presque toujours un pur produit de l'anxiété. Mais le cerveau, lui, y voit la preuve de la catastrophe imminente. C'est fou. Une étude fondatrice rapporte même que 98% des personnes hémétophobes ne vomissent quasiment jamais. Jamais. Donc pour résumer, ce n'est pas une faiblesse, c'est un système d'alarme du cerveau qui est complètement déréglé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un système, ça se recalibre. C'est le message d'espoir fondamental. C'est un mécanisme appris. Et tout ce qui est appris peut être désappris. Ce qui nous amène à la question la plus importante. Comment on fait? Quelles sont les solutions concrètes, validées pour sortir de cette cage? Parce qu'il faut le dire et le redire, ce n'est pas une fatalité. Non, loin de là. L'approche qui a le plus de preuves scientifiques, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. La fameuse TCC. Oui, et son efficacité est spectaculaire. Une étude de référence a mesuré son effet. Le chiffre est de 1,53. Pour comparer, c'est un impact presque 3 fois plus puissant que beaucoup d'antidépresseurs. Ce n'est pas une petite aide, ça change la vie. C'est un chiffre qui parle, mais le mot thérapie peut faire peur. Concrètement, ça se passe comment? On ne va pas demander aux gens de se rendre malades, j'imagine. Non, bien sûr que non. C'est un processus très progressif, très doux. La toute première étape, c'est la psychoéducation. On explique tout ce dont on vient de parler, le cercle vicieux. Pour comprendre ce qui se passe. Voilà, pour déculpabiliser. Ensuite, on travaille sur les pensées. Apprendre à repérer ses pensées automatiques, je vais vomir, et à les questionner, à ne plus les croire sur parole. Devenir un peu le détective de ses propres pensées. C'est ça. Troisième étape, habit. On s'attaque au comportement de sécurité. On abandonne petit à petit le sac en plastique, les médicaments au cas où, pour que le cerveau apprenne que même sans béquille, il ne se passe rien. Et la dernière étape, la plus redoutée, L'exposition graduée. Mais le mot fait plus peur que la réalité. il faut le démystifier alors. Absolument.
C'est d'une extrême douceur, toujours au rythme de la personne. On construit une échelle de la peur. L'échelon numéro 1, ça peut être juste de lire le mot vomi. Et on reste avec ça jusqu'à ce que l'anxiété redescende d'elle-même. Le cerveau s'habitue. C'est le principe. Une fois que c'est OK, on passe à l'étape suivante. Un dessin, puis une photo, un son. Le but n'est jamais de traumatiser, c'est de banaliser, de réapprendre au cerveau que ces stimuli sont neutres. Et en dehors de la TCC, il y a d'autres pistes? Oui, si on identifie un trauma très clair à l'origine, la thérapie EMDR peut être très efficace pour retraiter ce souvenir. Et parfois, les médicaments comme les ISRS peuvent servir de béquille temporaire pour faire baisser l'anxiété et permettre de commencer le travail. D'accord. Mais le traitement de fond, ça reste la thérapie. Un point me semble capital à souligner. Ce travail doit absolument être encadré par un professionnel qualifié. Un psychologue, un psychiatre, un thérapeute formé. C'est non négociable. Essayer de faire ça seul peut être contre-productif et même renforcer l'anxiété. Le lien de confiance avec le thérapeute est la clé. Pour conclure, si on devait retenir les messages essentiels, je dirais que l'hémétophobie est un vrai trouble qui fait souffrir. Ce n'est pas un caprice. Oui, Que ces mécanismes sont compris. Et surtout que des solutions très efficaces existent. Ce n'est pas un échec personnel de souffrir de ça. et c'est une immense victoire d'aller chercher de l'aide. Je retiens le mot victoire et j'ajoute liberté. Le but de la thérapie, ce n'est pas de ne plus jamais avoir les nausées. Non, c'est impossible. Le but, c'est de pouvoir un jour sentir une nausée et se dire « Tiens, c'est désagréable » au lieu de « Mon Dieu, c'est la fin du monde ». C'est de pouvoir à nouveau manger chez des amis, s'occuper de son enfant. C'est de retrouver sa liberté de vivre. Tout simplement. Et pour finir, ça soulève peut-être une question plus large, pour nous tous. Quels sont les comportements de sécurité qu'on met en place dans nos vies pour éviter un inconfort? Et à quel point ces stratégies, qui nous semblent protectrices, finissent-elles, sans qu'on s'en rende compte, par rétrécir notre monde et nous emprisonner?